Au sommaire ce mois-ci, Laure Gomez, une artiste sous le tigne qui nous présente son travail. Un rendez-vous avec Cocotte et son blog internet. Enfin, Pierre Chilot, restaurateur à Barcus, nous prépare une recette pour les fêtes de Noël. Illustration, fresques murales, peinture, dessin, entrons dans l'art de Laure Gomez. J'ai toujours dessiné depuis toute petite et puis une fois le bac obtenu, je suis partie à l'école d'art de Bayonne pour préparer les concours aux Beaux-Arts. J'ai été acceptée à l'école supérieure des Beaux-Arts de Toulouse où j'ai obtenu mon diplôme national d'art plastique. Et ensuite, j'ai commencé à envoyer mon portfolio à des maisons d'édition. Pour ce livre, en fait, j'ai réalisé un personnage et je l'ai soumis à un forum d'auteurs-illustrateurs. Et Catherine Lateux m'a contactée parce qu'elle avait flashé dessus. Et elle a décidé d'écrire une histoire en une semaine. J'avais envie qu'il ait un petit côté rétro, donc il fallait que ce soit des couleurs un peu jolies. Et en même temps, il n'en fallait pas trop, donc j'ai utilisé également des vieux papiers. La technique, ce sont des collages, en fait, différents papiers que j'assemble. Alors il y a un peu de tout, il y a du papier canson, il y a des vieux papiers que je trouve dans des vieux livres. Voilà, c'est un assemblage de papiers différents que je colle ensuite et sur lesquels je dessine. Comment est un livre? En fait, ça dépend. Quelquefois, c'est les auteurs qui me contactent avec une histoire qu'ils me soumettent. D'autres fois, c'est des personnages que je crée et qui séduisent des auteurs. Et en fonction, ils arrivent à écrire une histoire dessus. Déjà, si le projet n'est pas encore accepté dans une maison d'édition, avec l'auteur, on prévoit d'abord de réaliser 2 ou 3 illustrations, plus la couverture pour le soumettre. Alors il m'arrive de travailler sur commande. Après, à d'autres moments, je réalise par moi-même des illustrations que j'encadre par la suite pour le plaisir aussi. En fait, la mairie de Tardès m'avait déjà contactée pour réaliser des dessins sur le mur de l'école publique. Et ensuite, ils ont souhaité habiller le mur du couloir qui rejoint la place centrale avec le parking arrière. Il s'agissait de réaliser des personnages qui allaient et venaient du marché. Et donc, j'en ai créé sur papier à peu près 18 ou 20, toutes générations confondues. Non, ils ont validé le projet et du coup, j'ai commencé, comme les personnages, il fallait les réaliser grandeur nature. Il y a eu un travail en amont où j'ai installé du papier calque sur lesquels j'ai vidéo-projeté les personnages à l'envers pour pouvoir les réaliser ensuite sur le mur. Parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de recul entre les 2 murs sur place pour pouvoir faire ça. Pour cette fresque-là, il a fallu 10 jours de travail. Après des retours, c'est vrai que quand je l'ai réalisé, il y a énormément de monde qui est passé parce que c'est quand même un couloir assez fréquenté. Et du coup, c'était assez rigolo de discuter, de voir les réactions des gens, de discuter avec eux. En fait, quand je commence à dessiner, je ne me pose pas la question de savoir s'il y a plus une technique qu'une autre qui irait mieux.
Je le fais au feeling. Pour un livre, si j'ai envie d'utiliser du collage, j'utilise du collage. Si je préfère le faire en noir et blanc, c'est en noir et blanc. Ça dépend aussi du public visé, mais après, j'aime toutes les techniques. J'aime l'aquarelle, j'aime le feutre, la peinture, le fusain. Ça dépend de l'instant, ça dépend du sujet, du support. De l'envie. Pour les fêtes de Noël cette année, j'ai été contactée par l'Union commerciale de Mauléon pour réaliser des illustrations sur les vitrines des commerçants. Concrètement, j'arrive chez le commerçant avec des dessins que j'ai préparés à l'avance et que je lui soumets. Pour un dessin de vitrine, je mets entre une demi-heure et 40 minutes. Alors j'avais fait plusieurs essais. J'avais essayé gouache, acrylique et au final, ce qui rend le mieux, c'est les feutres. Ah oui, j'ai fait une petite tournée de 49 commerces. C'était très sympathique, j'ai été très bien accueillie. Et les petits cafés en veux-tu en voilà, petit tapis rouge. Non, c'était très sympa, très agréable. Voilà, je pense qu'il semblait content. En fait, ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que c'était quelque chose que je n'avais pas encore exploité. C'est vrai que la plupart du temps, je fais des illustrations pour du papier, sur des murs. Là, les vitrines, au final, c'était tout nouveau et c'était aussi un sacré défi, justement, parce que c'est quand même assez intéressant, que ce soit dans la mise en place, que dans la création. Voilà. Et puis au final, ça s'est très très bien passé. Oui, très bien, impeccable. Oui, très très bien. Impec, c'est bon. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la bibliothèque de Cocotte Ayant, notre rubrique... Rencontre avec Roxane Jamboué, une jeune blogueuse qui nous emmène dans son univers. Roxane. Oui. Alors, tu m'as appelé, tu m'as dit, viens, je vais te montrer quelque chose sur Internet. Oui. Alors, effectivement, ça a l'air très intéressant, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Alors c'est la bibliothèque de Cocotte Ayant. Cocotte Ayant, c'est moi et c'est un personnage qui lit beaucoup et qui partage ses lectures avec les enfants qui sont sur Internet. Ah, mais ça, c'est une très très bonne idée. Et est-ce que tu peux me dire qui a eu cette bonne idée? Ma maman. Tu veux qu'on aille la voir? Ah ben oui, avec plaisir. Maman! Oui? On peut venir? Ben oui, Roxane. Bon, Pulchérie, bonjour. J'étais avec Roxane sur Internet. Elle m'a montré la bibliothèque de Cocotte. J'ai trouvé l'initiative très intéressante. Il paraît que c'est ton idée. Est-ce que tu peux te présenter, nous en parler un peu? Effectivement, donc je fais faire la bibliothèque de Cocotte. Il faut dire que je vis à Binz depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, puisque je suis mariée à un Basque, donc j'ai la chance de vivre dans le plus beau pays de France, les Pyrénées-Atlantiques. Et puis voilà, donc je suis donc Pulchérie Jamboué, de mon nom d'épouse. Et je suis écrivain et je travaille beaucoup aujourd'hui pour le livre, pour la lecture des enfants. C'est-à-dire que je n'écris pas non seulement des romans, des poésies comme j'ai l'habitude de faire, mais depuis, je crois, 5-6 ans, sinon plus même, je m'attelle à faire aimer la lecture aux enfants. Et ça a l'air de bouillonner un peu d'idées dans ta tête. Est-ce que tu as d'autres activités?
Plein. J'ai plein d'activités, ça n'arrête pas. Parce que lorsque je sors d'une activité, je ne suis même pas encore sortie que j'en ai déjà une autre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que toutes mes activités tournent autour du livre. D'accord? Donc on part du fait que je suis écrivain. À côté de ça, j'ai créé mon livre, Mon Droit, qui est une association à but humanitaire, donc non lucrative, qui a pour but de venir en aide aux enfants nécessiteux du Gabon, non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan éducatif également, parce que je fais dans l'éducation populaire. Voilà. Donc, ça fait que je mène plusieurs ateliers parce que je fais partie de ces gens qui pensent que pour changer les choses, pour l'avenir des enfants, tout changement commence par l'éducation. L'éducation, c'est la première porte. Et vraiment, je me bats tout autour. Donc, en écrivant, en menant des ateliers, parce que le tout, c'est pas d'écrire. Le tout, c'est pas non plus d'apporter des livres aux enfants comme je le fais, parce que là, par exemple, en ce moment, je suis en train de collecter des livres un peu partout dans la France. Une fois ce sera prêt, j'emmènerai un conteneur au Gabon pour créer les bibliothèques. Le tout, comme je dis, c'est pas seulement d'écrire les livres ou encore de créer des bibliothèques, mais c'est de mener des activités qui font à ce que les enfants aient le plaisir et l'envie, n'est-ce pas, de lire. Donc c'est un peu ce que je fais. Et donc, comment c'est perçu au niveau des enfants? Mais très bien. Très bien déjà pour Cocotte. Elle lit beaucoup, elle adore ça aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Et depuis que la bibliothèque de Cocotte ayant passe sur Internet également, il y a des amis qui m'appellent pour dire vraiment, plus chérie, c'est très bien parce que nos enfants aujourd'hui s'intéressent. Et je pense que moi, j'ai répondu, mais la personne qui pourrait vraiment mieux répondre, c'est Cocotte elle-même. Oh, lui demander. Oui, tout à fait. Bon. Et où elle est? Elle est partie où là? Cocotte! Cocotte! Coucou tout le monde, je suis revenue dans ma chambre. Pour tous les fidèles de Chibero Telebista, j'ai choisi de vous lire ce magnifique livre de Noël qui a pour titre Joyeux Noël. Voilà. Allez, je vous invite à rentrer dans le livre. Les lutins du Père Noël sont très occupés et l'atelier bourdonne d'activités. Il faut qu'ils terminent d'emballer tous les jouets pour les petits enfants du monde entier. Quel plaisir de jouer dehors en hiver avec ses amis. C'est le temps des batailles de boules de neige ou des promenades en ski, des igloos et des bonshommes de neige aussi. Avec les glissades en luge, c'est la détente garantie. Durant la nuit, les enfants entendent un bruit. Ils se faufilent dans le salon en catimini et tombent nez à nez avec le Père Noël au pied du sapin. Quelle bonne surprise pour ces petits malins. Voici Rudolph, prêt à diriger le traîneau. Même une tempête n'arrêtera pas ce petit renne rigolo. Le Père Noël le suivra son nez rouge brillant dans la nuit, et peu importe combien il neige. Youpi! Une maison et des petits hommes en pain d'épices sont un doux régal pour les lutins. Quel délice! Cette petite elfe est impatiente de pouvoir goûter. Elle est certaine qu'elle va tout manger. Voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Et comme vous le savez tous, c'est bientôt Noël. Et en attendant l'arrivée du Père Noël qui va sûrement nous amener beaucoup de cadeaux, la bibliothèque de Cocotte ayant vous souhaite déjà un joyeux Noël. Rendez-vous à l'hôtel-restaurant Chilo à Barcus. Martine et Pierre nous reçoivent. Ambiance chaleureuse et décors raffinés sont à l'unisson. Ils ont plaisir à nous faire découvrir un art de vivre façon basque. La cuisine de Pierre Chilo est réputée pour son inventivité à partir de produits dont notre région regorge. Mais bon, c'est la période de Noël et je me suis dit, bon voilà, on va essayer de faire un petit menu de Noël, assez simple à réaliser, pour les gens qui ne sont pas trop initiés, voilà, et en leur donnant quelques petites astuces. Et voilà, alors je vais vous faire une épaule d'agneau farci avec quelques riz d'agneau. Ensuite, on va vous faire un foie gras et un petit dessert, voilà. Comme ça, vous aurez le menu complet pour les fêtes de Noël et je pense que vous allez arriver à le réaliser. Là, vous avez une épaule non désossée. Celle-ci, je l'ai désossée, mais ça, vous pouvez le faire désosser par votre boucher. Vous y mettez un peu de sel et de poivre.
Voilà. Et ensuite, j'ai fait un petit beurre. Alors, c'est un beurre qui est composé d'ail, de persil et un peu de chapelure. Voilà. C'est tout simple. Vous passez ça dans un petit mixeur et vous badigeonnez un peu votre épaule d'agneau avec ce beurre. Ça va, en plus, il y amener un peu de gras. Parce qu'on dit toujours que l'agneau est sec, mais c'est faux parce que l'agneau n'est pas sec. Le problème, c'est une histoire de cuisson aussi. Alors, après, j'y mets quelques petits riz d'agneau à l'intérieur. Voilà. C'est tout simple. Alors, la petite astuce pour qu'on ne soit pas embêté pour l'épaule d'agneau. Alors là j'enroule, je roule mon épaule d'agneau dans la crépine de porc. La crépine de porc, c'est pareil, vous allez la trouver chez le boucher. Et la crépine de porc, en plus, ça permet toujours pareil, de ne pas sécher la viande. De ne pas sécher la viande et que votre beurre que vous avez mis à l'intérieur, votre beurre d'herbe qui est à l'intérieur ne s'échappe pas. Voilà. Alors pourquoi on y met un peu de chapelure? Parce que la chapelure en même temps sert de liant. On passe, ficelle bien. Voilà. Et je vous ai préparé aussi un petit carré d'agneau. Alors disons que là, entre l'épaule et l'agneau, je pense que là, vous en avez pour 4 personnes. Là. Tout ça maintenant, je vais le mettre dans une plaque. Alors ce qui est très important, bon, tu vois, j'ai gardé tous les os et tout pour mettre dans le fond de la plaque. Et dès que la plaque elle chante, on y met l'agneau. Voilà. Si tu veux, le but c'est de le dorer à peine un peu, quoi. Mais il faut absolument qu'avant de le passer au four, il faut que ça chante. Je vais le passer au four à 180 degrés pendant, disons, 15-16 minutes. Bon, alors tu vois, avec l'agneau, on va faire juste une garniture, on va faire une pomme de terre au lard. Une pomme de terre au lard, c'est tout simple. Voilà. Tu incises un peu la pomme de terre. Pas jusqu'en bas. Hein. Ici, je talonne à peine un peu pour qu'elle ne tombe pas. Et ensuite, je mets une tranche de lard dans chaque intervalle. Alors toujours le même problème, c'est qu'à chaque fois qu'on met du lard, c'est pour que ça ne soit pas trop sec, quoi. Voilà, un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, vous y mettez un peu de graisse de canard dessus. Et vous passez ça au four 25 minutes. Bon voilà, nos 16 minutes sont passées. Maintenant on va sortir notre agneau du four. Voilà. Alors l'idéal c'est qu'il ait une coloration assez pas trop noire, mais enfin brun foncé. Voilà, j'ai mes ingrédients, mes légumes pour mon agneau. Maintenant, je vais faire le dressage de l'agneau qui aura passé entre 16 et 15-16 minutes. Ça dépend alors tout ça dépend de la grosseur de l'agneau, parce qu'il y a des agneaux qui sont peut-être un peu plus petits. Alors bon, ça, si vous avez un petit thermomètre à la maison, vous piquez votre agneau, s'il a 47-48 degrés, c'est l'idéal. Il faut qu'il soit arrosé, c'est là que c'est l'idéal. Parce qu'après c'est trop sec. Ça c'est le problème de toutes les viandes blanches. Vous avez vu là, il est rosé. Alors je vous mets 3 parties. Je vous mets le carré, je vous mets l'épaule et je vous mets un peu de coustou d'agneau aussi. C'est pas des coustou de porc, mais c'est des coustou d'agneau. C'est comme les pommes de terre, c'est très facile à faire. Voilà. Je vais vous mettre 2 petites carottes pourpres. La carotte pourpre, c'est les carottes noires. On appelle ça carotte pourpre. Bon, on en trouve un peu partout maintenant. Hein. Voilà. Puis bon, pour donner un peu de couleur, comme c'est les fêtes, hein, on va prendre. Ça, c'est de la betterave, shogia. Mais pour qu'on garde les couleurs, il faut qu'elle reste toujours rouge. Et non, il faut la servir crue. Bon, ça, c'est le jus d'agneau que j'ai fait avec la cuisson de l'agneau. Alors, il faut des jus toujours assez légers.
C'est pas des julis, c'est juste déglacé avec de l'eau. C'est la plaque de cuisson qui est déglacée avec un peu d'eau. Et on termine avec un peu de ciboulette hachée. Alors on va vous préparer un foie gras au naturel. Alors tout d'abord, il faut prendre un beau lobe de foie gras, environ 600 grammes. Et on va le déveiner pour enlever toutes les veines à l'intérieur, pour ne pas avoir des petits morceaux à la dégustation qui sont désagréables. Alors on prend d'abord le lobe, on le sépare en deux. On a un petit lobe et un grand lobe. On sépare en deux. Voilà, chaque côté. Ensuite, dans tous les lobes de foie gras, c'est toujours la même chose. Il y a toujours une veine centrale qui part après, qui s'étend. Donc on fait une petite incision au départ et on écarte en suivant les veines. Voilà, tout simplement. Par contre, il faut avoir un foie gras qui soit à température. Faut le sortir un petit peu à l'avance du frigo, sinon c'est plus difficile à travailler. Donc on passe une pointe de couteau, délicatement, en suivant bien les veines. Voilà. On récupère les veines et on pousse tout doucement. Voilà, comme ça. On soulève la veine là, et on tire délicatement dessus. Voilà. Alors ce foie gras, il vient de Barcus, de la ferme Uartia, qui est un très très bon foie gras. Et on en fait régulièrement ici, nous, soit en naturel, soit aussi on le fait. On a fait une petite variante cette année, on a fait un peu fumé à la sure de café. Et donc c'est un peu original, ça change un petit peu. Mais là, nous, on va vous le faire au naturel. Donc maintenant, on se retrouve avec un foie gras qui est déveiné et qu'on va pouvoir assaisonner. Alors on assaisonne en général à 10 grammes de sel au kilo et 5 grammes de poivre au kilo. Et nous, on rajoute un peu de poivre concassé. Voilà. Bon là, j'ai pas pesé, je vous l'ai fait, mais si vous voulez être précis, c'est 10 grammes de sel et 5 grammes de poivre. Ensuite, on reconstitue je vais d'abord saler aussi l'autre face. Voilà, comme ceci. Et là, je reconstitue le foie gras. Voilà. Comme ça. Et je remets le petit lobe par-dessus. Voilà, comme ça. Ensuite, on va prendre un papier film. Voilà. Alors, je fais exprès de ne pas le couper ici pour avoir une attache. Je le mets dessus. Et là, le plus important, c'est le démarrage. Il faut absolument bien le serrer au départ pour pas qu'il y ait d'air dans le... Donc, on serre bien et en même temps, on chasse l'air de chaque côté. Comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Là, je taille le film. Voilà. Et là, je continue bien à serrer, tout en roulant. On serre et on roule. Voilà. Ensuite, on pince de chaque côté et on roule pour avoir un beau rouleau bien net. Voilà. Ensuite, je fais un nœud de chaque côté. Alors, si vous n'arrivez pas à faire le nœud, vous mettez une ficelle. Ça fera le même résultat. Donc, j'ai plongé le foie gras départ eau froide dans une casserole. Et dès que l'eau est à 80-85 degrés, on retire. Alors, si on n'a pas de thermomètre, on fait à la première ébullition. On retire du feu et on laisse par contre, ce qui est très important, c'est de laisser refroidir dans le liquide. Alors, moi, j'ai mis de l'eau, mais si on veut le parfumer plus, on peut mettre du bouillon. Du bouillon de volaille ou du bouillon de bœuf, voilà. Donc voilà ce que ça donne à peu près le lendemain ou le surlendemain, comme vous voulez. Un beau rouleau avec alors la graisse, soit vous la laissez, soit vous l'enlevez. Moi, je trouve que de la laisser, ça donne un petit peu de cachet, c'est plus joli. Ensuite, on taille des tranches. Alors, je laisse volontairement le film pour tailler, c'est plus facile. Par contre, oui, un couteau bien chaud, trempé dans l'eau bien chaude. Et surtout, pensez à bien enlever le film. Voilà. Et ensuite, pour le dressage, on a préparé un petit caramel de patcharan. C'est uniquement du patcharan réduit comme un sirop, en fait. Donc ça fait voilà, comme un sirop. Comme ceci. Et après, vous avez votre foie gras
Donc dessus, on rajoute un peu de poivre, toujours. Alors vous pouvez mettre du piment d'Espelette aussi si vous voulez. Un peu de fleur de sel. Voilà. Alors après, on peut agrémenter comme on veut avec une petite salade, des croûtons, ce qu'on veut, c'est suivant ce que vous aimez, quoi. Donc je vais vous préparer un petit dessert maison, comme on aime bien pour voilà, les fêtes. Donc pour ça, je suis partie sur les fruits exotiques. J'ai fait une mousse à la noix de coco, donc, que j'ai fait avec de la purée de coco, de la crème fouettée et une meringue italienne. Je les ai moulés dans des petits moules et ensuite je les ai rassemblés pour donner ceci. Et en déco, j'ai mis un peu de poudre de coco d'un côté et de l'autre côté, j'ai fait des fils de chocolat avec un cornet. J'ai fait fondre du chocolat avec un cornet et j'ai décoré comme ça pour amener un peu de croquant à cette mousse. Ensuite, j'aime bien marier la noix de coco avec l'ananas. Donc j'ai caramélisé des ananas frais avec du sucre. Je les ai flambés au rhum. Voilà. Donc l'ananas va aussi ramener un peu de sucre à la noix de coco. Parce que c'est un dessert qui est vraiment pas trop sucré. On fait attention de nos jours à faire des desserts plus doux, moins sucrés. Voilà, et je termine ma recette avec de la poudre de pistache pour amener un peu plus de couleur. Bon, je souhaite de très bonnes fêtes à Chibero Telebista et à tous ses auditeurs. Et merci. Bonne fête. Bonne fête.